À la mise en onde, Wilman Belzin à l'antenne pour vous présenter cette édition d'Aubouze Figaro. Bonne écoute à toutes et à tous. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000. En couverture de cette édition, je vous le disais, 78 nouveaux cas de contamination au coronavirus et une nouvelle guérison ont été annoncés hier soir par les autorités sanitaires haïtiennes. Au total, 812 personnes ont déjà contracté la maladie dans le pays pour 765 cas actifs, 22 guérisons et 25 morts selon le MSPP. Le taux de létalité du Covid-19 donc qui ne cesse de diminuer, se chiffrant désormais à un peu plus de 3%. Pendant ce temps, l'exécutif a publié jeudi le décret fixant les règles générales de protection de la population en cas d'épidémie ou de pandémie. Dans le document, il est écrit que toute personne retrouvée sur la voie publique sans masque protégeant au moins sa bouche et son nez sera passible d'une amende de 3000 gourdes, de 5 jours d'emprisonnement ou de 15 jours de travail d'intérêt général à déterminer par le conseil municipal concerné. Tout individu atteint d'une épidémie ou pandémie qui infecte volontairement une autre personne encourt une amende de 25 000 gourdes sans préjudice des autres peines prévues par le code pénal, toujours selon ce décret. S'agissant du couvre-feu, il est maintenu de 8 heures du soir à 5 heures du matin, sous peine de 3 000 gourdes d'amende, de 5 jours d'emprisonnement ou de 15 jours de travail d'intérêt général. Cette disposition ne s'applique pas notamment aux agents de la force publique de service, aux personnels médicaux, pompiers, ambulanciers en service et aux journalistes. Une mesure saluée par le responsable de SOS journaliste Guilherme Sedelva, qui avait contesté la décision du gouvernement d'imposer aux journalistes une autorisation de circuler durant les heures de couvre-feu. Il parle de victoire pour la liberté de la presse tout en demandant aux journalistes d'agir de manière responsable. Les déclarations de Guilherme Sedelva. Je pense que c'est une bonne décision. Déjà, nous féliciter le Premier ministre, comme je parlé avec personnellement, nous avons discuté de ça et une compréhension qui est dégagée. Donc, nous avons annoncé ça depuis quelques jours. Donc, nous pensons que c'est bien que revenu à la Constitution, article 28-1 Constitution, qui dit que c'est sauf en cas de guerre que le journaliste a besoin d'autorisation. Donc, c'est très bien. Donc, c'est une victoire pour la démocratie, une victoire pour la liberté de la presse. Mais nous demandons aux journalistes pour toujours été pour précaution, n'a pas toujours agi de manière responsable. L'un pas besoin de la rue, nous va pour la rue, mais si nous besoin de la rue à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, donc nous qu'à sortir pour nous faire travail nous sans problème, nous seulement capables d'identifier nous comme journalistes et puis pour nous continuer à faire travail nous. Article 9 décret A, le couvre-feu est maintenu de 8 heures du soir à 5 heures du matin en cas de pandémie sous peine de 3000 gourdes d'amende, de 5 jours d'emprisonnement ou de 15 jours de travail d'intérêt général à déterminer par le conseil municipal. Les heures de couvre-feu peuvent être modifiées par arrêté pris en conseil des ministres suivant la nature et l'évolution de la pandémie/épidémie. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux journalistes, c'est-à-dire quand il parle de graphe couvre-feu 8h, 5h du matin, il n'est pas appliqué pour les journalistes, aux agents de la force publique de service, aux personnels médicaux, pompiers, ambulanciers en service, ni aux autres catégories de professionnels ou personnes munies d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues par arrêté pris en conseil des ministres. Tout journaliste qui fait travail normalement, désormais, il doit fonctionner dans la rue sans aucun problème. Ça continue. Est-ce que nous pas peur pour qu'il y ait quelques policiers dans fait XZ qui t'a gagné altercation avec journalistes dans le ça? Je ne vais pas quoi ça parce que policiers peut-être que tu es basé sous mesure ça pour te gagner attitude ça, mais désormais décret c'est comme une loi. Et donc ça veut dire bah quoi un policier qui va mettre au-dessus de la loi. Donc pas vouloir gagner ça et puis journaliste pendant nous pas confier à policier quand il y a un problème, nous pas vouloir policier ou bien policier pas le journaliste, nous pas vouloir entrer dans système ça. Donc, c'est policiers au courant et certains messages à tout la passer dans tout commandement, dans tout niveau, police là, pour que tout policier connaît désormais si au journaliste, il y a avant de l'identifier, il y a fait travail, mais cette histoire proclamée, ou bien pas de contravention, parce que dans la rue, ou bien créer un problème, demander, laisser passer, comme ça, donc désormais, pas de ça. Sans décret ça, article 9 là qui sorti là, le journaliste a des gros problèmes de mon côté, l'a hésité pour connaître ce qu'il va aller, ce qu'il va pas aller, est-ce qu'il a autorisation gouvernement, est-ce qu'il va gagner, est-ce qu'il laisser passer ou pas. Donc c'est ça qui est un problème. Donc je ne veux dire pas qu'un souci c'est encore. Voilà, vous écoutiez Guilherme Sedelva de SOS journaliste, donc ses premières réactions
concernant ce décret publié jeudi par l'exécutif, décret fixant les règles générales de protection de la population en cas d'épidémie ou de pandémie. Guilherme Sedelva a salué notamment le fait par l'exécutif d'avoir décidé que les journalistes soient exemptés des dispositions relatives au couvre-feu. Le gouvernement donc qui a décidé de recourir à la force répressive pour protéger la population dans le cadre de la pandémie du Covid-19. Le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme CARD dresse un bilan catastrophique des actions du gouvernement dans le cadre des 2 premiers mois de l'état d'urgence sanitaire lié à la pandémie du Covid-19. Le directeur exécutif du CARD, Maître Gédéon Jean, estime que les décisions prises par le gouvernement ne cadrent pas avec la loi et ne respectent pas les principes des droits humains. Les actions posées sont peu convaincantes par rapport au fonds décaissé, alors que la pandémie prend son envol au point que la population carcérale en est frappée de plein fouet, indique Maître Gédéon Jean. Il est au micro de Diego Charles. Mais malheureusement en Haïti, action qu'a posée dans le cadre état d'urgence qu'il y a Covid-19, action pas encadrée par le droit international des droits de l'homme, autrement dit par les principes des droits humains, et yo de nature vraiment à porter à tête à non bonne gouvernance. Donc en termes de constat, premier élément c'est que l'état d'urgence en Haïti les fait sans loi. Exemple pour un couvre-feu qui n'est pas inscrit dans aucun cadre juridique. Donc ça son premier élément qui est important. Puis ce genre que nous dit dans tout document qui est publié sur l'état d'urgence là, l'état d'urgence là lui doit déclarer à travers une loi. Malheureusement, il y a un arrêté que le président qui prend le 20 mars pour déclarer officiellement l'état d'urgence là, mais arrêté ça n'est pas couvrir toutes mesures, par exemple couvre-feu. Donc couvre-feu n'est pas une base légale. Donc ça c'est une bagaille qui est vraiment préoccupant. Deuxième élément, en Haïti, le président a renouvelé l'état d'urgence à travers des discours, mais non pas à travers la loi. Par exemple, le président renouveler l'état d'urgence pour 2 mois. Hier, c'est 21 mai, CIDH a fait des recherches, et bien jusqu'à présent, pour que j'aime ont arrêté qui renouvelait l'état d'urgence. Donc, en termes de procédures, sont qui est extrêmement grave. Et ajouter à ça, le pacte international sur la protection des droits civils et politiques, bon, ça va là aussi pour la Convention interaméricaine des droits de l'homme, donc l'État haïtien parti à tous les deux textes sérieux. Mais on fait obligation pour que l'État, d'une manière générale, notifie le secrétaire général des Nations Unies de ensemble de restrictions qui a porté à certains droits. Donc, dans la recherche que nous faisons, eh bien, l'État haïtien fait partie de liste de pays ou bien des États qui n'ont pas notifié au secrétariat général les mesures restrictives de liberté que l'y prend. Donc son bagage a de ce point de vue qui est extrêmement grave. Maintenant, d'autres éléments importants qui soulignent en nous bilan ça, c'est que nous constatons que gagnons une sorte d'évolution de manière exponentielle sous tablé et de Covid-19. Pendant que l'épidémie apprend en vitesse et assez inquiétante, eh bien, l'autorité n'a pas fait un lien en termes de prévention. Je dis par exemple, la population carcérale, par exemple pénitentiaire, sont foyers de Covid-19, alors que chaque jour, eh bien, pouvoir avoir des conférences pour annoncer le nombre de personnes contaminées, malheureusement, pas de dispositions qui prennent pour porter des réponses appropriées par rapport à l'évolution pandémie. Deuxième élément inquiétant, c'est que parallèlement, pouvoir dépenser plusieurs millions de dollars américains, alors que le résultat est peu convaincant. Même les matériels sanitaires commandés en Chine, eh bien, jusqu'à présent, on n'a pas constaté aucune distribution massive de matériel sanitaire en termes de prévention. Donc, son gestion qui est vraiment catastrophique. Et ajouté à ça, il y a aussi l'insécurité. Pendant qu'on parle de Covid-19 à longueur de journée, mais insécurité à faire rage. À longueur de journée, il y a des tueurs. On a mouru dans des conditions vraiment extrêmement préoccupantes. Donc, globalement, deuxième bilan, c'est encore les réaffirmer que son gestion catastrophique qui fait de Covid-19 en Haïti, en ce sens que action qu'a posée ou pas cadrée avec la loi. Gédéon Jean, directeur exécutif du Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme sur les 2 premiers mois de l'état d'urgence décrété par le gouvernement dans le cadre de la gestion de la crise liée au Covid-19. On vous le disait en titre. 3 cas suspects de coronavirus ont été recensés dans les locaux du ministère de la Culture et de la Communication à PACO, ce qui avait contraint les responsables du CIPC à renoncer à l'organisation dans ces locaux de la conférence prévue
hier qui s'est finalement déroulé à la Bibliothèque nationale. Et notez que les locaux du MCC à Bois-Vernat ont été badigeonnés de matière fécale jeudi par des contractuels. Un acte dénoncé par le secrétaire d'État à la communication, Eddy Jackson-Alexis, qui interpelle les autorités judiciaires. Eddy Jackson-Alexis qui assure par ailleurs que des efforts sont encore en vue d'adresser les revendications des contractuels du MCC qui ont bloqué depuis plusieurs jours toutes les activités du Centre d'information permanente sur le coronavirus. Écoutez les déclarations du secrétaire d'État à la communication, Eddy Jackson-Alexis, au micro de Léon Carzéville. Le centre a été campé depuis 3 jours avec un mouvement des employés du ministère qui a posé problème contrat. En discussion avec le ministre, nous très avancés sur disposition pour nous résoudre le problème contrat. Nous voulons annoncer employés au ça. Moralement, il y a une relation qui existait entre des citoyens haïtiens, des citoyennes haïtiennes qui ont même le ministère là compétence sur le ministère de la service. C'est peut-être ça, nous réfléchissons, nous disons qu'il y a une disposition après pour nous régulariser la situation mondiale. Hier, 21 mai, il y a un mouvement Water qui fait dans le ministère là à travers des gens qui entrent. Donc, entrer dans le bureau de l'État, posant tel acte, ils viennent relever de la justice. Ça a dépassé compétence ministre communication et culture, il dépasse compétence secrétaire d'État à la communication, c'est dans le parquet Port-au-Prince, parti ça y est. Ça pas sous responsabilité nous. C'est déjà un juge de paix qui est venu dans le ministère là qui fait constat et qui commençait à recueillir les premiers éléments d'information sur l'opération Water. Je n'ai pas de commentaire sur l'opération Water. Cependant, sur revendication saine, légitime, quel que soit mon gagné, nous supportons. C'est peut-être ça, nous dit, en réflexion avec le ministre, nous très avancés sous façon pour nous apprécier la question ça. Voilà, vous écoutiez le secrétaire d'État à la communication, Eddy Jackson-Alexis, sur ces actes de vandalisme perpétrés et jeudi dans les locaux du ministère de la Culture et de la Communication à Bois-Vernat, les locaux du ministère qui ont été badigeonnés de matière fécale par des contractuels. Donc, ces actes sont souvent répétés dans le pays. Vous comprenez donc le rapport que nous autres ici, nous développons avec les matières fécales. C'est la directrice à la création artistique et littéraire au ministère de la Culture et de la Communication, Stéphanie Saint-Louis, qui était invitée hier à intervenir à la conférence du CIPC qui s'est déroulée, je vous le disais, à la Bibliothèque nationale. Madame Saint-Louis a fait le point, entre autres, sur la campagne entamée auprès des acteurs culturels en vue de mieux sensibiliser la population sur la menace du Covid-19 et la nécessité d'appliquer les mesures barrières afin de se protéger contre la maladie. Elle s'est prononcée également sur le concours de poésie organisé par le ministère de la Culture dans le contexte du coronavirus. Un extrait de son intervention. Nous avons une mission qui commençait samedi 16 dans le Grand Nord. Côté que nos équipes ministérielles est déplacée pour faire sensibilisation auprès de acteurs culturels pour voir qui gens sont capables de bourrade dans le secteur ça pour sensibiliser les gens sur la question coronavirus là, qui gens pour pas attraper, pour encourager les gens protéger tête pour encourager l'autre artiste pour protéger tête et au même tout monde qui fait partie de l'association pour protéger tête. C'était des moments qui étaient très intéressants côté que nous parler ensemble avec eux tout sur qui gens sont capables de rapprocher au travail avec le ministère pour nous développer des projets dans la zone côté bien pour le secteur qui est capable de permettre de sentir l'impact négatif que le coronavirus a fait dans le secteur culturel là. Donc, nous faisons un pile brasser l'idée sur ça, sur des projets. Nous mettons un lien en place pour nous capables de faire contact ensemble avec eux, pour nous capables de développer le projet. Pendant que nous avons fait sensibilisation et travail tout structurel ça pour qui gens nous capables de mettre en place des projets, des travail sur des idées, joindre des idées de projets. Nous avons profité nous-mêmes comme responsables création artistique et littéraire qui en charge de un concours
national de poésie pour le ministère culture, sensibiliser autour et ouais ensemble avec eux qui gens sont capables de faire nouvelle la marché puis plus pour que nous gagnions plus auteurs dans zone départementale côté que qui participent dans le concours national poésie ça. Infovision. L'Office de la protection du citoyen dénonce les mauvaises conditions de détention dans les différents centres carcéraux du pays dans ce contexte de la pandémie de Covid-19. L'organisme de défense et de promotion des droits humains dit constater qu'aucune amélioration n'a été apportée dans la façon dont les détenus sont traités, notamment au pénitencier national, nous dit Jean-Christophe le Prophète. La situation actuelle dans la plupart des centres carcéraux du pays laisse à désirer et dénonce l'Office de la protection du citoyen. L'inexistence d'un système de soins de santé dans les prisons offre un terrain favorable à la propagation du Covid-19, s'inquiète le protecteur du citoyen Renan Edouville. Il est clair que je ne veux dire une situation difficile, une situation tête chargée en dans prison, au côté que par exemple de nombreux prisonniers ont bien commencé à faire face à une situation dégradante en matière de santé. Et d'ailleurs, le directeur de l'administration pénitentiaire nationale a annoncé ça tout récemment, c'était un cas de fièvre, mais n'a pas admettre que le directeur général du ministère de la Santé publique, il fait qu'on n'ait pas une épidémie de fièvre, et pour mon fièvre, son bagage qui est lié au coronavirus, ça qui augmentait préoccupation nous-mêmes au niveau de l'OPC. Une situation qui tend à s'aggraver faute de mesures d'accompagnement en faveur des prisonniers, s'alarme Maître Edouville, citant notamment l'absence de nourriture, d'eau potable, de kits alimentaires et de personnel sanitaire dans les prisons. Pendant la dernière semaine, n'était-ce pas l'intervention de Food for the Poor qui baille nourriture dans la prison. Donc là, nous sommes capables de dire situation vraiment difficile pour les responsables de la direction de l'administration pénitentiaire nationale. Donc nous-mêmes, en tant que structure étatique, nous voulons faire nos porte-parole de cette structure pour que les autorités baillent les moyens nécessaires à la direction de l'administration pénitentiaire nationale pour capable de survoler à cette situation. Face à cet état de fait, le protecteur du citoyen appelle le président Jovenel Moïse, le chef du gouvernement, le ministre de la Justice, les membres du CSPJ, la direction de la PNH ainsi que la direction de l'administration pénitentiaire nationale à assumer leurs responsabilités. Maître Renan Edouville. Nous recommandons au président de la République pour que soit capable d'insérer pendant 2 prochains mois d'état d'urgence sanitaire dans la stratégie lutte contre la pandémie, un plan d'action humanitaire dans la prison. Nous recommandons au Premier ministre pour capable créer une cellule spéciale qui est capable de travailler sous situation prison et garde à vue dans le pays d'Haïti et nous demander à ce que au niveau du ministère de la Justice, de concert avec homologue de santé publique, pour capable diligenter une enquête, pour capable bien plus d'informations sur ce qui a passé en termes de situation sanitaire pour prisonniers et également pour des gens qui sont en garde à vue dans certains commissariats et sous-commissariats de police. Et nous demander également à ce que les responsables, les autorités au niveau du CSPJ, demander à ce que les magistrats décident sous sort des milliers de prisonniers qui a fait la détention préventive prolongée et qui est exposé à cette pandémie de coronavirus. Plusieurs détenus au pénitencier national sont atteints du nouveau coronavirus, a confirmé jeudi le directeur de l'administration pénitentiaire Charles Nazaire Noël. Et la propagation de l'épidémie s'accélère en Haïti. Jean-Christophe le Prophète, Vision 2000. Merci Jean-Christophe le Prophète. L'OPC qui a monté au créneau donc contre les conditions de détention dans les centres carcéraux du pays dans le contexte du Covid-19. Il faut dire que la responsable de programme au RNDDH, Marie-Rosée Auguste du Sénat, informe que le RNDDH avait adressé une correspondance au Premier ministre Joseph Jout-Citeaux, appris que plusieurs détenus ont contracté le coronavirus au pénitencier national. Madame du Sénat explique que dans cette correspondance, l'organisme de défense des droits humains demande aux autorités d'intervenir rapidement afin de limiter la propagation de la pandémie dans le plus grand centre carcéral du pays. Très inquiet face à cette situation, le RNDDH recommande également que toutes les dispositions soient prises pour retracer les autres détenus qui ont été en contact direct avec ceux infectés et doter les agents, les personnels civils et médicaux du pénitencier national de matériel nécessaire pour faire face à la maladie. Les explications de Marie-Rosée Auguste du Sénat.
Nous-mêmes au niveau de RNDDH, les notés apprennent que effectivement COVID-19 rentré dans la prison, pressé, nous t'ai adressé une lettre by PM et en qualité de président Conseil supérieur police nationale, là, côté nous demandé pour y intervenir rapidement au niveau de prison. Mais faut que nous dit que lettre ça c'est pas une lettre que nous rendons publique, mais par la suite, comme nous connaissons, autorité pénitentiaire même confirmé que effectivement COVID-19 rentré dans la prison. Pour nous-mêmes, c'est une inquiétude. Il est d'autant plus inquiétant que nous t'es toujours qu'on a dénoncé conditions mon à vivre dans la prison. Je n'ai jeudi par exemple dans pénitencier national il y a 3555 personnes qui dans prison et parmi eux à peine 401 qui condamnés et c'est des gens qui vivent dans une promiscuité qui facilement apparentent à des tortures, des traitements cruels, inhumains et dégradants et donc il est clair que pour nous-mêmes n'importe quelle maladie contagieuse qui t'a qu'à entrer dans prison a facilement propagé et quand nous songeons que code de létalité ça qui est tellement élevé et que les jeunes avec des gens qui gagnent de l'autre maladie ils fait un pile dégâts donc nous-mêmes nous demandons autorités pour rapidement intervenir dans un premier temps pour pas quitter que COVID-19 propager en dans pénitentiaire et dans un second temps pour protéger tout si là qui a travaillé en dans prison là on a parlé de agents qui affectés dans prison on a parlé de personnel civil on a parlé de personnel médical là, et tout pour et l'autre détenu tout qui yo même pas malade en tout cas qui pas gagner aucun contact avec Silayo qui est malade. Mais dans ce cas de fait là, puisque nous étant 11 monde, comment on a fait pour empêcher la propagation? Et premièrement, c'est apprendre mon Silayo qui est malade, mettez en isolement. Deuxièmement, c'est à ouais avec Silayo qui est malade, à qui est-ce que tu es en contact, c'est-à-dire dans qui cellule que tu es, qui côté tu prend soin et au niveau de l'infirmerie. Et donc tout le monde qui est en contact avec ça qui confirme yo, même pour assurer que yo pas malade ou bien si yo malade pour yo ba soins que vous méritez et certainement c'est bail infirmière yo matériel pour le travail tout personnel médical là en fait il a parlé de blouse spéciale n'a parlé de lunettes de protection n'a parlé de gants n'a parlé de cache-nez etc. mais même j'en ai toujours dit li agent des AP eux-mêmes yo c'est effectivement des potentiels vecteurs parce que y a sorti y a entré mais je ne dis à tout yo c'est des potentiels victimes tout parce que yo non espace qui gagne maladie. Donc, il faut que l'autorité ouverte sur eux. Dans ce sens, il faut que nous rappelions que DAP, Direction d'administration pénitentiaire, est pressé travail sur un plan de contingence. Dans un premier temps, pour empêcher que COVID-19 rentre dans la prison. Et dans un second temps, pour prendre soin si là qui est malade, si jamais COVID-19 est arrivé à entrer dans la prison. Mais malheureusement, l'autorité étatique n'a pas de jamais commettre plan ça en application. Donc, je ne dis à nous penser que c'est peut-être le moment pour courir, pencher sous plan, pour voir qui ça qui est applicable dans ça que DAP propose pour éviter le pire justement. Marie-Rosie Auguste du Sénat, responsable de programme au RNDDH. Il faut dire qu'à Jacmel, le service départemental d'incendie du Sud-Est a été fermé jeudi soir après le décès lundi d'un sapeur-pompier emporté par le coronavirus. Les 15 autres membres de ce service ont été placés en quarantaine domiciliaire. Avons-nous appris le temps d'observer la toute première pause dans cette édition. La suite du journal. À Saint-Marc, le coordonnateur général de l'association pour le développement de charrettes, Délice Morissette, appelle le gouvernement à mieux encadrer les paysans en leur fournissant des semences, de l'engrais et des machines agricoles pour qu'ils puissent cultiver leurs terres. Il s'agira selon lui de prévenir toute éventuelle aggravation de la situation sur le plan de la sécurité alimentaire après le Covid-19. Correspondance Guiliano, c'est facile. Dans l'idée pour encourager les paysans plantaires au niveau 6e section communale Saint-Marc, travailler la terre pour faire face à une éventuelle crise alimentaire après passage COVID-19 là. Coordonnateur général de l'association pour développement charrette ADEC, M. Délice Morissette, souhaite le ministère agriculture encadrer paysans plantaires nan bayo bon jan semence engrais avec machine agricole pour permettre paysans travailler jardin dans plus bonnes conditions. Dirigeant association paysanne dénoncé sécheresse lidi qui envahit section communale la jodi côté Pifo jardin habitant 6e yo rete sans travail. Situation qui la cause terre sa yo rete sans travail ajouté sous tronçon route qui mène dans centre ville Saint-Marc ak section qui dans état critique. M. Délice Morissette, c'est coordonnateur général association pour développement charrette. Côté le décourager, presque pas cultiver terre encore au état terre, après c'est vieux puis banane qui était. Donc pas gain encouragement
et nous pas gain encadrement bon côté l'État qui t'a doué, particulièrement ministère agriculture qui t'a doué venir pour encadrer paysans yo, et qu'a aider nous dans question semences, question outils, question machines agricoles. Par exemple, dans le moment où on a parlé là, si on a besoin de faire un jardin, ouais, on a avec un roue à piquois, bagay, nous dans le 21e siècle, donc bagay ou pas ta pensée. Donc qui ça on monde avec meni est capable d'arriver faire. Donc c'est pour nous des subsistances pour nous vivre. Donc on a fait le problème, on a un problème dans le niveau route là. Route ça c'est route principale dans la zone côté nous là, c'est route principale qui peut mener nous dans la ville là. N'a fait connaître charrette, c'est une section communale ville là qui produit toute qualité denrées, tant que banane, pois, tomate, patate, mango, à clam véritable. Jodi an, si pas gen rien qui fait au niveau section communale ça, moun nan ville Saint-Marc risque tomber dans gangou dans jour k'ap vini yo. Guiliano, c'est facile, c'est Mac, Radio Vision 2000. Merci Guiliano. Restons en région pour vous dire que des centaines d'enseignants d'écoles privées et publiques issus de plusieurs communes du département du Nord-Ouest ont participé hier à une marche pacifique à Port-de-Paix en vue de réclamer la subvention promise par le chef de l'État dans le cadre de la gestion de la crise liée au Covid-19, supportée par des parents et élèves. Ces enseignants protestataires s'étaient rendus devant la direction départementale d'éducation en vue d'exprimer leur solidarité avec leurs collègues qui occupent depuis le 4 mai dernier les locaux de la DDE. Suivez. Subvention l'État, l'État accompagner l'école privée. Nous venons joindre notre frère nous qui dans l'école publique. Donc je dis nous porter bagaille pour eux, nous venons accompagner et nous même tout comme nous situation d'urgence et gon maladie qui fait qui c'est corona. Donc nous tous pas arrêter mais nous même qui prêter jodi on a confiné ensemble avec eux. Tout autant l'État pas ban nous accompagnement subvention, nous même nous pas quitter espace là ensemble avec professeurs publics. Tout professeur l'école privée yo pour de solidarité avec nous, professeur budgétisé déjà pour de solidarité, des parents qui pour de solidarité et bien petit monde même qui c'est petit monde l'école qui pour de solidarité avec nous. Je dis on va remarquer dans la rue Port-de-Paix un professeur l'école privée qui prend l'aria et yo même menacé pour confiner ensemble avec nous. Nous féliciter et nous recevoir à deux bras l'ouvrir parce que ça a préventif juste dans un pays l'État doit mon aide sociale parce que yo confiné la caillou, yo besoin manger pour manger, yo te prévoir y bailler une subvention. Nous même en tant que professeur lycée qui nommé n'a revendiquer l'argent, nous c'est droit pour revendiquer subvention, nous va compter. Rachel Louisin de la plateforme haïtienne des organisations de travailleurs et de travailleuses en éducation Fauté conteste certaines décisions prises par le gouvernement pour faire face au coronavirus. Elle déplore notamment la réouverture des usines alors que les portes des écoles sont restées fermées à un moment où les cas de coronavirus se multiplient dans le pays. Madame Toussaint appelle les autorités concernées à assumer leurs responsabilités. Écoutez ces déclarations. Analyse dernière décision autorité dans l'État prend en dedans pays en général avec dans système éducatif là en particulier. Gouvernement te promis pour fermer l'école, université et factory dans l'idée pour éviter corona propager dans pays pendant te gen 2 cas seulement. Journée jodi a gen plusieurs dizaines et puis on dit nous grand pile monde qui commence à mourir alors qu'elle prend décision pour relouvrir factory. Faut te demander qui dernier sens et mesure ça a gagné. Est-ce que l'État promet ça pour protéger intérêt patron ou bien intérêt ouvrier à ouvriers? Est-ce que le gouvernement promet ça un objectif pour atterrir à temps ou à raison projet l'homme ministre travaux publics là qui souhaitait ramasser ou bien enterrer 1500 cadavres par jour? Le gouvernement promet tout pour tester seulement monde qui fait partie cas suspect. Pourtant il pas porter aucune attention ak moun yo relé porter sans symptômes yo. Faut te demander est-ce que on mesure comme ça qu'arriver empêcher maladie à propager dans pays ya. Gouvernement promet pour fermer l'école à l'université yo pour éviter maladie à propager dans l'école yo à l'université. C'est un bon bagage. Li promet tout pour l'école là continuer fonctionner à travers radio, télévision et internet, c'est un autre bon bagage. Mais faut te demander est-ce que mesure ça privé toucher tout si moun, les considérer plus fort dans si moun ça yo, pas
accès à Internet, courant électrique, téléphone intelligent et latrine. Quelques recommandations pour le gouvernement. Plateforme haïtienne, organisation travailleuse dans l'éducation, a demandé au gouvernement Moïse Jout là, prend bon Jean Mézi pour empêcher corona la école plus dans le pays, tant que dépistage population, distribution bon Jean masse, réorganisation marché à transport public, pour bien gérer pandémie COVID-19 là, dans toutes dimensions, pour éviter tout gaspillage, ressources, monde, matériel et économique, pour mesurer parole y a dit dans les médias, pour éviter confusion dans la population, pour respecter l'engagement qui prend avec l'école et l'université privée, pour profiter du passage COVID-19 là, pour Haïti sortir dans le système éducatif bâclé dans l'ignorance, fait noir et sous-développement chronique ça, pour augmenter le budget éducation, pour investir dans la recherche qui c'est un moteur de développement durable, pour gagner bon gens laboratoire langue, informatique et sciences expérimentales. Pour le ministère de l'Éducation nationale, faut abdio pour prendre bon gens mézi pour permettre tout enseignant qui vient lettre dans main yo cap travail dans salle classe yo toucher l'argent yo sans perdre du temps. Pour dossier enseignant yo suspend disparaître dans ressources humaines et ministère parce que son pratique d'assemblée ministère a gagné c'est égarer direction ressources humaines non c'est retirer quelques dossiers dans dossier enseignant yo pour nomination yo par chambre faite. Voilà, vous écoutiez Rachel Louissin de Fauté. Fauté, c'est la plateforme haïtienne des organisations de travailleurs et travailleuses en éducation qui a été portée sur les fonds baptismaux hier à Port-au-Prince. Cette plateforme regroupant notamment la FENATEC, le REPRO, le SP-MNFP, le CONE, le RANOH a pour mission, entre autres, de mettre en synergie les capacités d'intervention des organisations membres afin de mieux défendre les droits des travailleurs et travailleuses dans le secteur de l'éducation et de travailler à l'amélioration de leurs conditions de vie selon Gary Lapierre, président du SP-MNFP. Écoutez ces déclarations au micro de Marie-Guylaine Saint-Aimé Macéus. Plateforme ça, c'est puis en pile discussion côté un ensemble d'organisations enseignants, personnel administratif, de chiter ensemble pour regarder dans quelle mesure ils sont capables de mettre une nouvelle plateforme qui va poser problème enseignants à personnel administratif en dedans ministère de l'Éducation nationale. Objectif conférence là, je nous dis là, c'est faire communauté internationale et nationale là qu'on ait d'existence nouvelle plateforme ça dans le secteur éducatif là. Plateforme haïtienne des organisations de travailleurs et travailleuses en éducation, composée d'ensemble d'organisations c'est Fédération nationale travailleurs en éducation à Kilti, FENATEC, syndicat personnel, ministère éducation nationale et formation professionnelle SPMF, corps national enseignant haïtien CONE, rassemblement enseignants pour progrès Haïti, REPRO, regroupement normalien haïtien, RENO, mouvement enseignant l'école nationale, MEN. Mission plateforme ça. Mission plateforme haïtienne des organisations des travailleurs et travailleuses en éducation se donne pour mission de mettre en synergie les capacités d'intervention des organisations membres afin de leur permettre de défendre plus efficace les droits des travailleurs et travailleuses dans le secteur de l'éducation. Travailler à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, œuvrer à l'émergence d'une éducation de qualité pouvant permettre aux citoyens et citoyennes de jouer pleinement les rôles dans le cadre du processus de développement durable. Plateforme haïtienne des travailleurs et travailleuses en éducation. Mission plateforme non, c'est permettre organisation mettre tête ensemble pour défendre plus bien droits travailleurs à travailleuses dans l'éducation. Travail pour améliorer conditions de travail avec la vie. Travail pour river by citoyens et citoyennes bon genre qualité d'éducation qui permettre de jouer rôle pour tout bon dans le processus de développement durable n'a parlé. Objectif de la Fauté. La Fauté a notamment pour objectif de encourager les relations intersyndicales afin que les syndicats puissent se doter de l'énergie nécessaire pour défendre les intérêts des membres. Ces intérêts peuvent être d'ordre économique, professionnel, intellectuel, moral, social ou politique. Et vouer à l'émergence d'une société juste, égalitaire et inclusive
participer à la construction d'une syndicaliste de lutte et à mener la lutte pour la transformation des conditions matérielles d'existence des travailleurs et des travailleuses. Vous écoutiez Gary Lapierre, responsable de la plateforme haïtienne des organisations de travailleurs et travailleuses en éducation Fauté, qui a été porté sur les fonds baptismaux hier à Port-au-Prince. Le porte-parole du groupe d'action pour le développement de la Gonave, Paulson Saül, lance un cri d'alarme face à la situation de misère à laquelle font face les habitants de l'île. Selon lui, la crise sanitaire liée au coronavirus et le phénomène de sécheresse qui prévaut sur l'île sont à l'origine de cette situation. En ligne, Wilmon Victor. Comment vivre, sans manger, qui ça va faire pour manger, ça, son problème, nous ne jamais dans la manger, nous ne jamais misère, il dans niveau ça, dans la Gonave. Au capitaine de la déclaration, Paulson Saül, porte-parole, groupe action pour développement Zile la Gonave, qui a dénoncé la misère à grand goût, qui a frappé sérieusement Zile la Gonave, côté situation vient plus difficile depuis période qui liée à Covid-19 là dans le pays. Ça qui à la base situation si là, c'est gros sécheresse qui a frappé Zile depuis plusieurs mois, côté pas gain jardin, bête paysan yo possédé fin mourir, pied fouillé pas donné, ça qui fait moun k'ap vivre dans section communale yo par contre qui sain pour yo relé Paulson Saül. Pardonner, parce que pas la appli qui vous fait redonner, pas de mari, pas de melon, pas de ça. Parce que dans le moment où il y a l'autre supposé de mari, ou de supposé de avocat, ou pas de bagaille, ou d'arriver comment c'est gagné, d'après temps. Mais pas gagné. Porte-parole, groupe action pour développement Zile la Gonave là, lancé dans ce sens ça, yon appel, by autorité yo, dans pouvoir central là, pour faire cas de Zile la Gonave, dans cadre programme social, yo gagné pour diverses zones dans le pays. Wilmon Victor, la Gonave, Radio Vision 2000. À la Kaya, un accident de la circulation a fait un mort hier. Il s'agit d'un jeune homme de 22 ans qui a été violemment percuté par un minibus alors qu'il se trouvait sur une motocyclette. Les détails avec Paul-Édouard Relon. Menchi Lucien, c'est un jeune garçon environ 22 l'année qui mourit dans un terrible accident de circulation qui fait matin vendredi sur route nationale numéro 1 zone Vigné dans commune Akaye. Suppléant JDP Akaye Jean-Ric Jules qui t'a fait constat légal yo fait connaît accident arrivé dans moment yon petit bus Yas en pile monde connaît son nom Papadap qui t'a sorti Saint-Marc pour aller Port-au-Prince t'est passé prend victime là qui t'a viré sur une motocyclette. Nous avons été informés par la police que y a un incident qui passe du côté de Vigné. Il semble que aux environs de ces témoins là, on papa d'habitude qui était en motocyclette dans zone Vigné au point que au motard que monsieur Lenchi Lucien il passé la vie au départ. Nous fait des devoirs, nous avons accompagné de la police, nous avons procédé à le constat de lieu. Après ça, nous avons pas ordre de confiscation véhicule là qui était pour la fuite, qui était réfugié du côté de Cabaret. Que des un problème de vie qui se posé. Ils dit comment nous blessé, mais ils dit l'hôpital était, mais nous jeunes parents, nous sommes dans l'hôpital, après nous informer, c'est l'hôpital stop et santé à Kaya qui est là. Et nous avons fait le devoir tout à l'heure, nous allons rendre sur les lieux pour aller constater mon dans l'hôpital là. Nous avons rappelé, d'après constat, responsable stop accident yo, c'est sur route nationale numéro 1, accident arrivé plus souvent dans le pays devant situation ça, yo mandé chauffeur yo pour faire prudence sur route là. Yon façon pour diminuer quantité accident qu'a fait yo. Paul-Édouard et Loi Akaye, Vision 2000. Merci Paul-Édouard. L'association professionnelle des magistrats en PM exprime sa tristesse après la mort du juge Sténio Bellevue survenu jeudi soir dans la ville d'Écaille des suites d'un malaise. Le président de la PM, Wando Saint-Villiers, salue le départ d'un homme intègre et qui était dévoué à l'avancement de la justice haïtienne. Il s'agit donc d'une perte énorme, non seulement pour la famille du juge Bellevue, mais aussi pour ses collègues de la Cour de cassation, la magistrature et toute la société haïtienne, poursuit Maître Saint-Villiers. Il était au micro de Diego Charles.
C'est avec tristesse nous apprenons la mort magistrat Stenio Bellevue. Donc nous saluons des parler et pour l'au-delà, magistrat c'est un juge dans la cour de cassation. Donc il est mort hier dans la ville des Cailles. C'est subitement il est mort suite avec un malaise qu'il était senti. Donc magistrat Stenio Bellevue, c'est un magistrat qui a une longue carrière dans le système judiciaire. Il était à travailler comme substitut commissaire du gouvernement au parquet, vers le tribunal de première instance des Cailles. Il travaille tout comme juge et juge d'instruction, comme doyen tribunal de première instance des Cailles. Il était venu commissaire du gouvernement près la cour d'appel des Cailles. Et enfin, l'année dernière, il était nommé juge à la cour de cassation. Donc c'était un magistrat que en pile monde te connaît pour qualité humaine, qualité professionnelle. Donc c'est un magistrat qui a un souvenir impérissable dans le système judiciaire. Souvenir d'un magistrat intègre, un homme au grand cœur, tout le monde qui était habitué avec lui, capable de témoigner ça. C'était un professeur à l'université tout, il était enseigné dans l'école de droit des Cailles, également dans l'université publique des Cailles. Donc c'est une perte énorme pour famille magistrat Bellevue et pour les honorables sages de la Cour de cassation, pour la magistrature haïtienne et toute société. Donc dans ce sens, APM est partagé et toutes les peines et douleurs féminines et proches et collaborateurs pour que nous disions bon, et en fait, nous regrettons le départ et si précipité de magistrat Stenio Bellevue. Le doyen du TPI, Jacmel Wando Saint-Villiers, président de l'association professionnelle des magistrats. Le réseau national de défense des droits humains demande à Yves Jambard de se retirer provisoirement de la présidence de la Fédération haïtienne de football pour que l'enquête judiciaire autour des accusations d'abus sexuels sur mineurs dont il est l'objet soit menée en toute sérénité. Le RNDDH est convaincu que le président de la FHF ainsi que son cartel peuvent faire de l'ombre à une enquête judiciaire impartial selon le rapport d'enquête de l'organisation Marie-André Bélange. Des responsables de l'académie Canou, d'associations et d'écoles de football, des jeunes filles en formation à l'académie, des journalistes sportifs ainsi que le président de la Fédération haïtienne de football accusés dans cette affaire sont entre autres personnes interrogées dans le cadre de cette enquête dont les conclusions ont été consignées dans un rapport. Le document rapporte qu'Yves Jambard, qui tient les rênes de la FHF depuis 20 ans, a nié une fois de plus les accusations portées contre lui. Marie-Rosie Auguste du Sénat est la responsable de programme au RNDDH. Yves Jambard dit que c'est des allégations qui ne gagnent aucun fondement parce que pas de jamais gagné de tels actes qui commettent comme ça au niveau de centre. Il croit de préférence que c'est des gens qui voulaient le football la orientation politique avec des autres qui voulaient mettre main sur $1 500 000 américains que chaque année Fédération haïtienne football la recevoir qui animait de volonté mettre dossier ça sous lui. Et il admet cependant qu'en 2000, il était en relation avec une ancienne joueuse et de relation ça, il était arrivé gagner un petit monde. Certaines joueuses rencontrées à l'académie Canou croient qu'elles ne pourront poursuivre leur carrière dans le football en l'absence d'Yves Jambard, précisant que ce dernier leur a toujours témoigné une affection paternelle. Toutefois, une ancienne joueuse affirme avoir entendu des allégations sur les mauvais comportements du président de la FHF envers les jeunes filles lors de matchs au stade Silvio XIV. Il pensait que le président Yves Jambard est toujours comporté bien, comporté de manière correcte. Cependant, il rappelait que c'était un match football dans le stade Silvio XIV, côté que c'était une joueuse de AS Tigres qui t'a mal performé, et la population t'a appuyé et il t'a dit que c'est le président Yves Jambard qui est responsable de mauvaise performance. Certains journalistes sportifs interrogés dans le cadre de cette enquête se rangent du côté de cette ancienne joueuse, poursuit Marie-Rosie Auguste du Sénat. Il y a au moins un journaliste qui dit lui-même, il croit que Yves Jambard très adulé par jeunes filles qui ont formation en haut dans ce plan. D'ailleurs, jeunes filles, ça a considéré monsieur comme papa. Mais toi, l'autre journaliste sportif, il dit à RNDDH que pas surpris du tout par scandale ça, parce que tu es déjà en pile ou rumeur qui t'a circulé et qui t'est toujours à plonger douette sous Yves Jambard et sous comportement. L'un des membres du comité exécutif de la Fédération haïtienne de football a indiqué n'être pas au courant de ces rumeurs. Là, elle a parlé de Mme Monique André, il dit nous que il n'est pas au courant du tout de accusations ça parce que il n'a pas jamais entendu parler de comportement déplacé de président fédération vis-à-vis de jeunes filles dans ce plan. Le réseau national de défense des droits humains s'indigne du laxisme des instances concernées par la question de
de l'enfance, dont l'Institut du bien-être social et de recherche par rapport au sort des mineurs en formation à l'Académie Canon. En raison de ces constats, l'organisation a fait les recommandations que voici aux instances compétentes. Nous demandons Yves Jean-Bar pour écarter le président de la Fédération haïtienne de football là pour enquête la justice capable de mener en toute sérénité. Nous demandons Institut bien-être social pour lui établir avec ministère jeunesse et sport une stratégie continue d'évaluation de l'académie Canon dans le sens pour capable de superviser conditions générales de vie et d'apprentissage avec jeunes adultes qui n'en sont là. Le RNDDH demande également à la brigade de protection des mineurs de mener son enquête en vue d'identifier les victimes ainsi que les complices ou toute autre personne impliquée dans ces cas de violence sexuelle pour par la suite transférer les résultats de l'enquête aux autorités judiciaires afin que toute la lumière soit faite sur ce dossier. L'organisme de défense des droits humains invite aussi le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique à réguler les relations entre les dirigeants de clubs, les joueurs, les joueuses, mais aussi à établir une procédure de plainte anonyme. Marie-André Bélange, Vision 2000. Merci Bélange. Parlons d'un tout autre dossier, celui des élections avec les structures politiques, sociales et syndicales, 16 au total regroupées au sein de la force de l'opposition progressiste FOP qui n'entendent pas aller aux élections avec le président Jovenel Moïse. Dans une note rendue publique hier, les responsables de ces organisations et partis politiques, dont le MOPOD, Petite Dessalines, Escamp, Confiance et la plateforme Jeunesse, estiment que les conditions ne seront pas réunies pour l'organisation de ces joutes. Ils évoquent notamment le climat d'insécurité qui sévit dans le pays et le manque de transparence entourant la fabrication des cartes dermalogues. Arino Destinoble est le président de la plateforme Jeunesse, l'un des partis signataires de la note. Il est au micro de Diego Charles. En dans note là, il reflète 3 éléments fondamentaux. 1. Nous, toutes partis politiques, nous décidons pas à l'élection avec Jovenel Moïse dans fin année à Takoli mentionné ça. 2. Nous dit que gestion COVID-19 là, pas de transparence là-dedans. Et de fait, nous demander à ce que pour qu'il y ait des explications qui claires qui pour bailler sous lui. Et 3e bagaille, nous dénoncer l'acte intimidation que le gouvernement Jovenel Moïse avec Jout a fait sur ensemble de militants en deux pays, notamment sénateur Nenel Kassi, et également dont certains journalistes dans le plateau central qui a fait d'autres activités dans l'intérieur peuple là, pour Israël, Roger Claudie, Nami Ballet, que l'équipe PHTK a persécuté. Sans compter l'autre camarade Simon, côté que le Premier ministre Jout est allé plateau central, il fait des déclarations et il a accusé professeur comme quoi dire c'est lui-même qui t'a enregistré voix Premier ministre là. Donc en fonction de ensemble de paramètres ça ensemble de dérives ça qui a fait dans le pays eh ben nous-mêmes dans FOP là qui regroupe plus 16 partis politiques, eh ben nous dit faut que nous alerter communauté nationale et internationale là sur mauvais comportement, mauvaise gestion que le gouvernement Jovenel Jout là a mené dans le pays d'Haïti. Alors, où vous dit là, à partir qui n'a pas eu, t'as comme pour de Petite Dessalines, avec l'autre, nous décider par l'élection si jamais il est possible pour le faire année ça. Nous dit que pas de conditions qui réunissent pour capable d'organisation élection avec le président Jovenel Moïse. Nous dit clair que... Alors, 1, 2, 3, 4, qui ça fait ou dit conditions pas réunies? Je dis avec question insécurité qui gagne à travers tout le pays, notamment dans la zone métropolitaine, dans le village de Dieu. De ça qui a passé dans la Sibonite, mais ça qui a passé à travers tout le pays dans le niveau insécurité, mais nous dit là déjà conditions pas réunies. Nous gagnons en question de 4 démalogues qui a fait, qui n'a aucune transparence dans ça qu'a fait là. Nous dit que ça c'est déjà une autre raison majeure qui fait que nous dit nous-mêmes dans l'opposition, nous pas calme élection avec Jovenel Moïse. Et si jamais il fait adelanter, il organise l'élection, ça va passer? Nous pensons que le peuple haïtien plus intelligent que ça, le peuple haïtien pas prendre un coup ça, et c'est ça qui fait que nous demandons le peuple haïtien pour redoubler vigilance justement pour le capable et pas participer dans aucune élection marathon qui t'a censé ou bien qui t'a tenté pour faire dans le pays d'Haïti.
Une dernière information à développer dans l'actualité de chez nous avant de jeter un coup d'œil dans l'actualité internationale. Célébration hier de la Journée mondiale de la biodiversité autour du thème « Nos solutions sont dans la nature ». L'occasion pour les organisations écologiques haïtiennes dont le mouvement d'appui pour le développement des collectivités territoriales haïtiennes, MADECH et EcoVert Haïti d'attirer l'attention de la population sur les menaces liées à la mauvaise gestion de la biodiversité dans le pays, mettant notamment en cause la destruction des mangroves et la pollution au niveau des côtes. Le coordonnateur du MADECH critique le Fonds haïtien pour la biodiversité FHB qui, selon lui, n'a rien fait pour protéger notre biodiversité en dépit du fait qu'environ 3 millions de dollars ont été mis à sa disposition. Sarah Cadet demande aux responsables du FHB de communiquer aux organisations écologiques des informations sur la gestion de ce fonds fiduciaire. Écoutez ces déclarations. 27e Journée internationale de la biodiversité, après que nous-mêmes nous avons ratifié la Convention de Rio 92 de la diversité biologique là, pour nous-mêmes, nous avons vu tout mauvais mouvement dans l'histoire en termes de protection de la biodiversité en Haïti. Depuis 1995, nous créons le ministère de l'Environnement comme organe qui est chargé pour faire protéger, respecter la biodiversité des zones protégées. Il y a fait fort consensus dans nos côtés autorités haïtiennes. Tout garder n'importe quoi, tout garder les réserves là, celle-là, tout garder le monde l'hôpital. Tout ça, c'est des éléments qui montrent nous pas un lien en termes de sécurité pour la biodiversité, pour les zones protégées, pour l'écosystème en Haïti. Nous, l'État haïtien, tout, l'environnement, par exemple, la priorité. C'est pour ça, nous-mêmes, MADEC, EcoVert, c'est pour ça nous lancer appel là, aujourd'hui, pour nous attirer attention, majorité population sous des actes menacés, les lettres haïtiens, dont le cap cherché Haïti, c'est seulement livre d'Andel. Et pour nous-mêmes, nous avons deux grandes préoccupations. Pour Anita, il y a un FDH là qui se font haïtiens pour la biodiversité. Il y a un an, ça a des gens qui ont dit ça la prise de qui s'accepte. Et nous connaissons les documents qui ont compté de 3 millions de dollars qui étaient disponibles pour ça. Organisation écologique qui l'a ajouté, il n'y a pas un réglé dans le FDH là. Parce que nous n'avons pas de fonds disponibles pour l'État, même mécanisme, même modalité, nous n'avons pas cité complète et total, même la presse, nous-mêmes les journalistes, nous avons une information sur le fonds haïtien pour la biodiversité. Et de l'autre côté, pour l'État haïtien, le ministère de l'Environnement qui s'est organisé chargé, qui mène des politiques publiques, stratégiques et politiques publiques en matière de bonne gestion de l'environnement, pour le prendre responsabilité. Et je dis à nous, nous connaissons tout, le ministère de l'Environnement, le changement climatique là, c'est gagoté, le ministère de l'Environnement, tous ces 3 ans là, pas rien réalisé, comme nous, le président, qui a fait pour nous, c'est thème mondial là, nos solutions sont dans la nature. Même question, coronavirus n'a pas arrivé, remèdes bio, médicaments, nous allons faire dans la nature,